Eh bien, cette semaine, nous allons parler du Bénin encore par son président Patrice Talon. Patrice Talon, eh bien, nous l'avons aimé au premier mandat. On dirait que le non-amour arrive toujours au deuxième mandat. Nous l'avons plébiscité au premier mandat. Patrice Talon, c'était la compétition au premier mandat. Ben, le premier mandat est fini. Patrice Talon est revenu pour un deuxième mandat très mouvementé. D'abord avec le fait qu'il a mis certains opposants en prison et maintenant la crise nigéro-béninoise. Bon, la crise elle est derrière nous, mais nous allons parler du voyage de Patrice Talon. Où ça? Du voyage de Patrice Talon au Brésil. Eh bien, le Brésil est devenu la destination préférée des France-Africains. Hier, c'était le père de la France-Afrique lui-même qui a visité le Brésil. Aujourd'hui, c'est Patrice Talon qui visite le pays brésilien. Si vous connaissez le Brésil, vous savez que le Brésil a un lien avec l'Afrique. La traite négrière a permis que il y a une majorité, des millions d'Africains qui ont été déportés vers le Brésil. Donc, si vous allez au Brésil, vous ne serez pas étonné de voir de la nourriture africaine, des traditions africaines, tout ce qui est africain. Vous ne serez pas étonné de le voir au Brésil. Eh bien, regardez que Patrice Talon a visité le Brésil et a demandé aux Brésiliens d'origine africaine, parce que tous les Brésiliens ne sont pas d'origine africaine, mais à part l'Afrique, on trouve la grande majorité d'une population noire au Brésil. Oui, si vous quittez l'Afrique, l'autre place où vous allez trouver une grande population d'origine africaine, c'est le Brésil. Donc le Brésil, c'est une destination qui doit être privilégiée pour les Africains. Donc quand vous arrivez au Brésil, vous verrez vos cousins, vos cousines, qui sait. Mais bon, Patrice Talon a dit que les Brésiliens d'origine africaine peuvent avoir la nationalité béninoise. Et oui, ils peuvent revenir au Bénin et avoir la nationalité béninoise. En Afrique de l'Ouest, le Bénin n'est pas pionnier dans le fait de donner la nationalité des pays africains aux descendants, aux afro-descendants, comme on les appelle. Le Ghana, en fait, il y a une grande majorité d'afro-descendants qui vont s'installer au Ghana. C'est du vrai business au Ghana. Et enfin, on a même un rappeur américain qui a pris la nationalité gabonaise. Donc, le Bénin n'est pas pionnier dans le fait de donner la nationalité béninoise, togolaise, bon, la nationalité africaine aux afro-descendants. Mais ce qui est intéressant, ce qui est très intéressant, c'est que les afro-descendants eux-mêmes sont revenus. À un moment, les afro-descendants eux-mêmes ont décidé de revenir en Afrique. Et ils ont choisi la côte ouest africaine, qui est le Nigeria, le Bénin, le Togo et le Ghana. Et ils se sont installés. Nous avons certaines grandes familles qui ont des noms dérivés, que tu sais que c'est des afro-descendants. Ils se sont installés sur la côte et la plupart, nous les appelons aujourd'hui les Agoudas ou les Agoudavi. Donc ce n'est pas la première fois. Il y avait un moment dans l'histoire où les afro-descendants eux-mêmes ont décidé de revenir et de s'installer en Afrique. Eh bien, ils sont venus, ils se sont installés sur la côte ouest africaine. Qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, ils se sont mélangés avec la population autochtone. Ça a pris du temps. C'était des commerçants, ils se sont enrichis avec le commerce, mais avec le fait des brassards, ils se sont mélangés avec la population autochtone. Mais vous trouvez encore la grande majorité de ces Agoudas ou de ces Agoudavis au Bénin, au Togo surtout, à Anéron et à Godrafort et au Ghana. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les descendants de ces afro-descendants qui sont revenus pour s'installer en Afrique, aujourd'hui se réclament brésiliens et certains même vont plus loin se réclamer portugais puisque le nom de famille qu'ils portent ont le sens portugais. Quand ils sont revenus, ne sont plus revenus avec les noms africains, mais ils sont revenus avec les noms portugais et ils ont gardé ça, ils ont transmis ça à leurs descendants qui aujourd'hui en Afrique
fêtent leurs descendants brésiliens et portugais. Donc, est-ce que la solution, la vraie solution au problème des afro-descendants qui recherchent leurs racines? N'oubliez pas que la princesse de Suez, Meghan Markle, a même visité le Nigeria. Ça, c'est une autre histoire qu'on va vous raconter parce qu'elle a trouvé qu'elle avait des gènes nigériens. Donc, les afro-descendants sont en constante recherche de leurs gènes africains, qui est une très bonne chose. Mais la dernière fois que nous avons fait l'expérience du fait du sous-développement de nos pays africains, les descendants de ces afro-descendants qui sont revenus d'eux-mêmes, un jour, ils ont cotisé, ils ont pris le bateau, ils sont revenus avec tout ce qu'ils ont appris, leurs expériences, de tout ce qui s'est passé, surtout au Brésil. Ces descendants aujourd'hui se réclament brésiliens et d'autres vont même pousser pour dire qu'ils ont des ancêtres portugais. Et ce n'est pas seulement dans la zone ouest africaine, ce n'est pas seulement sur les côtes du Bénin, du Ghana, du Nigeria que vous trouvez ces afro-descendants qui se réclament de la nationalité brésilienne ou portugaise. Quand vous allez un peu vous pousser vers le Libéria et la Sierra Leone, il y avait aussi une vague des afro-descendants qui sont revenus à un moment donné d'eux-mêmes. Aujourd'hui, ces descendants se réclament américains parce qu'ils ont dit que nos ancêtres ont quitté les États-Unis, sont revenus en Afrique, donc nous sommes des Américains. Donc c'est comme ça qu'ils fêtent. Donc la question à se poser, est-ce que c'est vraiment la solution? Ou bien la meilleure solution, c'est que l'Afrique se développe. Et si l'Afrique se développe, l'Afrique se positionne en tant que continent incontournable, peut-être que les afro-descendants n'auront pas vraiment besoin de revenir. Partout, ils seront en contact mutuel avec l'Afrique. L'Afrique n'est pas le seul continent de départ. L'Europe a été un grand continent de départ. L'Europe a nourri les États-Unis. L'Europe a nourri l'Australie. Et l'Europe a nourri d'autres îles où il y a aujourd'hui on peut les appeler les descendants européens, les indo-européens. Mais ils ne cherchent pas forcément à rentrer en Europe. Ils ne cherchent pas forcément la nationalité européenne parce qu'ils ont réussi à développer d'où ils viennent et ils ont réussi aussi à avoir d'autres connexions avec l'Europe, le lieu de départ. Donc, pensez-vous que donner la nationalité africaine aux afro-descendants est vraiment la solution ou bien faire le combat là où il est? Là, peut-être je vais rejoindre Kémy Séba, qui veut être le nouveau président du Bénin, qui se dit qu'il va se positionner, il sera candidat aux élections présidentielles et qui sait qu'il pourrait gagner les élections présidentielles. Là, c'est un autre débat. Nous allons faire ce débat après. Mais Kémy Séba a toujours dit que le combat des afro-descendants doit se faire là où ils sont. S'ils sont en Guadeloupe, on fait le combat en Guadeloupe. S'ils sont au Brésil, on fait le combat au Brésil. Partout où ils sont, on fait le combat sans jamais oublier leur provenance, l'Afrique. Peut-être que nous devons faire la même chose. Nous pouvons développer l'Afrique, renforcer l'Afrique pour pouvoir faire le combat des afro-descendants partout où il faut et partout où ils sont. Donc, c'est mon take-out, comme on dit, du problème des afro-descendants qui vont revenir au Bénin et prendre la nationalité béninoise. Je les encourage à le faire, mais je veux aussi rappeler à nous, sur la côte africaine, que ça s'est déjà passé une fois où eux-mêmes ils sont revenus de leur plein gré. On n'est pas parti les appeler, on n'est pas parti les chercher. Ils sont venus de leur propre gré. C'est les Abouda, les Abu Dhabi. Mais aujourd'hui, leurs descendants ne réclament que la nationalité brésilienne ou bien portugaise. Ils le veulent. Ils le cherchent, ils ne l'ont pas encore. Je ne pense pas que le Brésil a déjà commencé par les régulariser, mais la plupart veulent revenir sur cette terre qu'ils pensent qu'ils sont plus connectés au Brésil qu'à l'Afrique. Le deuxième take-out est déjà passé, mais c'est une histoire que j'aurais voulu faire quand c'est arrivé. Au même moment, c'est le débat malien.
Eh bien, les Maliens ont fait un dialogue intermalien. Et dans ce dialogue intermalien, les Maliens ont décidé, disons plutôt la transition malienne, il faut dire les choses comme elles sont. La transition malienne, dans ce débat et dans ce dialogue entre eux, la transition malienne s'est regroupée entre eux, puis ils ont fait le dialogue. Et dans le dialogue entre eux, ils ont décidé que eh bien, la transition va prendre 2 ans de plus. Et après, ils verront s'ils vont faire les élections. Bon, la transition malienne nous avait dit que tout le peuple malien était content et que ils sont impatients d'aller aux élections dans 2 ans. Et une nouvelle est tombée, c'est qu'il y a eu un gouvernement de combat, un gouvernement qui a été créé, gouvernement de combat pour lutter contre le gouvernement en place à Bamako parce qu'ils se disent qu'il y a tellement d'arrestations qu'ils n'en peuvent pas. Eh bien, je vais vous dire mon écart sur la question. Moi aussi, j'ai été un grand soutien du gouvernement malien. Ouais, je ne les appelle pas des petits, je les appelle un gouvernement parce que quand ils sont arrivés au pouvoir, ils avaient des idées brillantes. Ils étaient dans une lutte de souveraineté dont le Mali avait besoin en ce moment. Mais après, il faut quand même faire les choses à la normale. La normale, c'est que de revenir à la vie politique. La vie politique veut qu'il y a des partis politiques. La vie politique veut qu'il faut aller aux élections. Et la vie politique veut qu'il faut permettre aux gens de s'exprimer. Mais la transition malienne, malgré l'amour que je leur porte, malgré notre soutien, a l'habitude d'enfermer les journalistes et la dernière fois, on suspendit même les partis politiques. Donc ça a créé la gêne. Vraiment, j'ai été gênée. Je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui arrive à Assimi Goïta. C'est toujours mon Goïta. Hein? Quel qu'il en soit, c'est mon Goïta. Donc, qu'est-ce qui est arrivé à mon Goïta pour qu'il devienne aussi dur? Mais les compagnies que Goïta fréquente, les amis de Goïta, c'est des gens qui se comportent ainsi. Ceux que Goïta a l'habitude de discuter avec, ceux qui ont aidé Goïta quand il était sous sanction, sous embargo de la CEDEAO, de l'UEMOA, c'est des gens qui n'aiment pas la liberté d'expression dans leur propre pays. Je parle du Togo d'abord, mon pays, où nous avons encore des prisonniers politiques, des jeunes enfermés en prison juste pour avoir dénoncé le gouvernement togolais. J'en profite pour demander la libération de Jean-Paul Omolo, un innocent qui courait dans les prisons du Togo. Donc, revenons maintenant à notre sujet. Mais le problème des gouvernements de combat ou des gouvernements d'exil, j'ai été membre d'un gouvernement d'exil, membre du gouvernement d'exil du Togo pendant 2 ans. Et je peux dire que la difficulté, c'est de se faire reconnaître par les pays. Peut-être que le gouvernement d'exil du Mali aura plus de chances que le gouvernement d'exil du Togo parce que le gouvernement d'exil du Mali a cette opportunité que le gouvernement du Mali, l'actuel gouvernement du Mali n'est pas vraiment apprécié par les gouvernements occidentaux. Donc ça peut les permettre vraiment d'être acceptés plus rapidement que le gouvernement d'exil togolais. Donc l'acceptation par les Occidentaux, c'est déjà, ça peut leur permettre d'organiser des manifestations, d'organiser des réunions, de pousser pour la liberté d'expression et de permettre à ce que les Maliens ne peuvent pas dire au Mali, les Maliens peuvent dire ça à travers leur voix en Occident. Mais une chose, c'est de parler en Occident. Une autre chose, c'est que ça arrive dans le pays. C'est le problème que nous, les influenceurs politiques africains, togolais, nous avons. Nous faisons de jolies vidéos sur TikTok, de jolies vidéos sur YouTube, de jolies vidéos sur Facebook. Mais maintenant, comment ces vidéos vont arriver au Togo pour que les intéressés sachent que nous nous sentons concernés. Donc, c'est aussi serait un problème. Vous ferez de beaux vidéos, de beaux débats sur YouTube, Facebook et tout ça. Mais est-ce que ça arrive à la population malienne en ce moment? Et vous connaissez le problème de délestage dans nos pays, le manque des fois, les coupures d'Internet. Est-ce que ce message va arriver aux populations maliennes? Mais en tout cas, je vous souhaite un bon courage.
Il y a juste eu dans l'histoire un seul gouvernement des îles qui est revenu en Afrique, un seul gouvernement des îles qui a eu l'opportunité de revenir prendre le pouvoir dans son pays. Les autres gouvernements des îles n'ont pas eu le succès. Et le gouvernement des îles du Togo non plus n'a pas eu le succès de rentrer et de prendre le pouvoir. On souhaite bonne chance à l'initiative des Maliens et on espère que Assimi Goïta, à travers le cri de ces Maliens de l'extérieur qui veut autre chose que ce qui se passe maintenant au Mali, aura l'amabilité de commencer par laisser du laisse. Le pouvoir c'est bon, le pouvoir aussi peut être dangereux, mais Assimi Goïta, là où les choses vont, ce n'est plus dans le sens de la lutte panafricaniste pour lequel on s'est battu. Mais qui sait, on se verra au Mali et on va discuter. Ce n'est pas vraiment du take-out, cette fois-ci c'est le désert. Là sera ma réaction à une vidéo qui est passée virale sur TikTok. Exprimer tout cela sans avoir une pensée pour la mémoire de Fatoumbi Berger, celui qui a été à l'origine de ce bâtiment qui est l'incarnation du Bénin ici à Salvador. Il a été le prophète de cette vidéo? En implantant cette maison ici. Que pensez-vous que nous pouvons faire pour améliorer les conditions de vie des femmes en Afrique? Merci et à bientôt.